Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire pour le Collège des médecines douces du Québec. Aujourd'hui on va parler de l'intérêt de la naturopathie en période périnatale. Donc tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Mallory R, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et en sevrage tabagique. Je suis aussi praticienne en soins bozo. J'exerce à Bordeaux mais je propose aussi mes consultations en naturopathie en visio. D'abord on va parler de la périnatalité, qu'est-ce que c'est ? Selon l'OMS, la période périnatale va de la 28e semaine de grossesse aux 7 premiers jours de vie. Personnellement, je trouve que cette période est un peu limitée dans le temps, donc je préfère une définition plus ancienne qui date du 13 avril 2016 par le ministère de la Santé en France, qui définit comme la périnatalité, comme je cite, l'ensemble des processus liés à la naissance, depuis la contraception jusqu'au premier mois de la vie du nourrisson, en passant par le désir d'enfant, le diagnostic anténatal, la grossesse, l'interruption de grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. J'irai presque encore plus loin où j'inclurai 3 ans postpartum parce qu'on parle beaucoup maintenant que le postpartum dure 3 ans. Donc pendant cette période, la femme et le bébé sont suivis par beaucoup de professionnels. Il y a sage-femme, gynécologue, pédiatre, kiné, ostéopathe. Il y a aussi parfois des doulas, des hypnothérapeutes, des consultantes en lactation. Donc il y a beaucoup de monde, mais le naturopathe a toute sa place pour accompagner la femme en complément du suivi médical. Que ce soit au niveau de l'alimentation, l'activité physique, la gestion des émotions, la gestion du stress. Ce sont des piliers qui vont participer au bien-être mental, physique et émotionnel de la femme. Attention cependant à ne pas dépasser ce rôle et exercer illégalement la médecine ou la profession de sage-femme. Attention également aux termes utilisés, on ne guérit pas, on ne soigne pas. Et aussi le terme préparation à l'accouchement ou préparation à la naissance qui est réservé aux sages-femmes. C'est une période de grande vulnérabilité pour la femme, donc on fait attention aux mots qu'on utilise et aux conseils aussi donnés. On répond à un besoin exprimé, on ne donne pas de conseils non sollicités. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les intérêts de la naturopathie pendant la période de préconception, durant la grossesse, le postpartum. Pour chaque, on verra 3 exemples de motifs de consultation et ensuite je vous parlerai un peu plus des pathologies qu'on peut retrouver pendant la grossesse et les signes qui doivent amener la femme à consulter. L'intérêt de la naturopathie en préconception, ça va être vraiment de préparer le projet bébé. Travailler en préconception va permettre de préparer le corps à la grossesse, ça va diminuer les maux de la grossesse, elle va pouvoir avoir une meilleure énergie également. Premier motif de consultation qui va être vaste, la fertilité. C'est un très vaste sujet, mais on peut accompagner les femmes soit par exemple pour aider à mieux connaître leur cycle, pour qu'elles puissent reconnaître leur moment d'ovulation. On va pouvoir peut-être aussi mettre en évidence une hyperoestrogénie ou une hyperprogestéronémie. On va pouvoir aussi les accompagner si elles ont des troubles diagnostiqués comme le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose. Si par contre elles n'ont pas été diagnostiquées mais qu'on reconnaît les signes de ces pathologies, on peut aussi l'amener à consulter un professionnel de santé. Ce sont des pathologies qui sont liées à un risque d'infertilité, donc ensuite on pourra les accompagner aussi avec la naturopathie en complément du suivi médical. Donc pour toutes ces raisons, il est important que le ou la naturopathe connaisse bien le cycle hormonal de la femme. Quelles hormones sont sécrétées, à quel moment, à quoi elles servent, quelles sont les différentes phases du cycle, etc. J'aurai pas le temps d'en parler ici parce que ça mériterait un webinaire juste sur ce sujet-là, mais vous pouvez soit vous replonger dans vos cours d'anatomie-physiologie, ou sinon il y a un livre qui s'appelle Manuel pour une fertilité émancipée qui est écrit par un gynécologue, Jean-Pierre Andine, et une naturopathe, Lorraine Saint-Disic. Ensuite, donc, s'il y a un trouble des cycles, on va chercher la cause. Par exemple, hyperoestrogénie, une hyperprogestéronémie, et si oui, à quoi elle est due. Peut-être que c'est un défaut d'élimination, par exemple. On va aussi regarder la thyroïde, rechercher s'il y a une résistance à l'insuline, est-ce qu'il y a trop de cortisol, etc. Et selon les causes qu'on va mettre en évidence, eh bien, on va utiliser nos outils naturopathiques avec l'alimentation, on va soutenir les émonctoires, on va donner des conseils pour gérer le stress, avoir un sommeil de qualité et éviter les perturbateurs endocriniens et les autres conseils naturopathiques que vous pouvez donner selon la cause donc que vous avez mis en évidence. En cas de pathologie comme le syndrome des ovaires polykystiques ou les endométrioses, on va pouvoir agir donc avec nos outils que vous connaissez probablement déjà. En cas d'endométriose, on va travailler sur le foie, sur les intestins, le système immunitaire, le stress. On va proposer une alimentation anti-inflammatoire et on va agir sur l'équilibre hormonal.
Pour le syndrome des ovaires polykystiques, on va agir sur le foie, sur l'insulinorésistance, le stress, l'inflammation. Autre motif de consultation, la femme, elle peut venir pour préparer son corps à la grossesse. Donc moi, j'aime proposer quand même un suivi avant les essais bébés, 4 à 6 mois avant, pour pouvoir travailler en profondeur sans risque que la femme tombe enceinte. Donc ce travail en amont, il va permettre de pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour avoir une grossesse en forme, avec le moins de maux possible. Donc on va travailler sur plusieurs axes. D'abord, une détox si la vitalité le permet. Elle va permettre d'éliminer les toxines, ça va permettre une meilleure régulation hormonale, favoriser la fécondation, redynamiser le milieu. Le papa peut aussi en faire une parce que ça va améliorer la qualité du sperme. On va pouvoir proposer donc une alimentation hypotoxique, pratiquer une activité physique, bien se reposer, stimuler les émonctoires, proposer des plantes détoxifiantes, la bouillotte, etc. Par contre, si la femme elle est déjà en train d'essayer, dans ce cas-là, on va proposer une détox légère, une bouillotte, psyllium s'il y a besoin, une bonne hydratation, des exercices doux, une alimentation hypotoxique, pourquoi pas une monodiète le soir. Mais on n'ouvre pas par contre les émonctoires, on ne les stimule pas. Et bien sûr, ce sera suivi donc de la revitalisation. Donc la revitalisation, elle est 2 fois plus longue que la détox. On privilégie une alimentation bio pour combler les carences. Elle peut déjà commencer ses compléments de grossesse aussi à cette période. Bien sûr, donc intégrer une activité physique et de la relaxation. On va aussi agir sur le système immunitaire pour prévenir des rhumes et autres maladies pendant la grossesse. Car pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle la tolérance materno-fœtale qui se met en place. Et c'est une modification du système immunitaire de la femme pour ne pas rejeter le fœtus. Autre motif de consultation, ça va être pendant le parcours PMA, de la procréation médicalement assistée. Donc, c'est l'accompagnement qui est très particulier car il y a tout un contexte, il y a une histoire, il y a un stress, un vécu émotionnel, c'est le montagne russe des émotions, et il y a un lourd suivi médical parfois. Donc, il faut faire attention aux mots utilisés, aux conseils donnés. Déjà, on va demander du coup à la femme quelle est la cause de l'infertilité si elle a été mise en évidence. Depuis quand ils ont commencé le parcours PMA, depuis quand ils commençaient avant le parcours PMA, quelle était la méthode de contraception avant et pendant combien de temps elle l'a utilisée. Adapter vraiment notre accompagnement selon le suivi médical de la femme. Et on va faire très attention à ne pas interférer avec l'équipe médicale. La femme, elle peut être très déçue s'il y a un échec de traitement. Et si ça fonctionne, le premier trimestre de grossesse peut être une grande source d'inquiétude parce qu'elle va avoir peur que quelque chose se passe mal, donc il faudra vraiment apporter un bon soutien émotionnel. De nouveau, si vous ne connaissez pas trop la prise en charge PMA, je vous reconseille donc de lire le livre Manuel pour une fertilité émancipée qui explique tout le parcours. Il peut soit y avoir une stimulation ovarienne, soit une insémination artificielle avec ou sans stimulation ovarienne, soit la fécondation in vitro. S'il y a stimulation ovarienne, l'équipe médicale va gérer l'équilibre hormonal de la femme. Donc nous, on n'interfère pas avec des plantes qui pourront agir au niveau hormonal. S'il n'y en a pas, on peut proposer des plantes selon la problématique de la femme en dehors des périodes où l'équipe médicale prédomine sur le suivi de la femme. Avant la stimulation ovarienne, on peut agir sur le foie avec une détox, une revitalisation pour préparer le corps aux hormones et bien sûr soutenir toujours émotionnellement la femme. Pendant la stimulation, on soutient émotionnellement, on peut utiliser des plantes douces comme le desmodium pour le foie, on peut le soutenir aussi en agissant sur l'alimentation, l'activité physique, la bouillotte. Et après le transfert, par contre, on agit seulement sur le soutien émotionnel. Pendant toute la période périnatale et pendant le parcours PMA, on peut bien sûr accompagner émotionnellement avec les fleurs de Bach, c'est vraiment tout indiqué. Bien sûr, on peut aussi accompagner le papa, car l'infertilité ne vient pas forcément de la femme. Le papa, il va passer un spermogramme et selon les résultats, l'équipe médicale va investiguer la cause du problème. Ça peut être une pathologie infectieuse, hormonale, génétique, chronique. Si par contre un trouble n'a pas été mis en évidence, on peut proposer quelques conseils naturaux. Éviter la chaleur, caleçon et pantalon trop serrés, c'est non. Source de chaleur à proximité des testicules, les jacuzzis, les saunas, etc. c'est vraiment déconseillé car les testicules ont besoin d'une température inférieure à celle du corps. Réduire le stress, éviter les perturbateurs endocriniens, soutenir le foie. Au niveau de l'alimentation, on va diminuer les graisses saturées, l'alcool, consommer des antioxydants,
des fruits, des légumes frais, du bio, du bon gras, du sélénium, du zinc, de la vitamine D. Arrêter le tabac et les autres drogues s'il y en a. Les intérêts de la naturopathie pendant la grossesse. Pendant la grossesse, la femme, elle peut consulter pour plein de raisons. Ça peut être pour faire un point sur l'alimentation, en cas de pathologie de grossesse diagnostiquée, par exemple comme le diabète gestationnel, ou pour différents maux qu'elle peut rencontrer pendant cette période et qui sont plutôt courants, comme les nausées, le reflux gastro-œsophagien, la constipation, les hémorroïdes, les jambes lourdes, etc. Il y a une règle pendant la grossesse et l'allaitement, c'est qu'on ne fait jamais de détox. Et bien sûr, on fait très attention aux plantes et aux compléments qu'on va proposer. Il y a peu de recul, peu d'études scientifiques, donc on privilégie en premier l'hygiène de vie. On va parler d'abord de l'alimentation. On parle de plus en plus de l'importance des 1000 premiers jours. Ils correspondent à la grossesse et aux 2 premières années de vie de l'enfant. Ce que les femmes vont manger pendant la grossesse vont impacter l'alimentation de leur enfant plus tard. Donc, on va privilégier une alimentation équilibrée et variée pour faire goûter plein de saveurs à l'enfant. Mais attention, on ne met pas de pression à la femme enceinte qui a déjà de nombreuses contraintes alimentaires. En plus, si c'est au début de grossesse, elle a parfois des nausées qui l'empêchent de manger et ça peut durer même après le premier trimestre. Et une règle aussi, c'est que pendant la grossesse, on ne mange pas 2 fois plus, mais on mange 2 fois mieux. On mange du bio, du complet, du saison, un peu de cru pour avoir des nutriments, des jus de légumes si possible, et privilégier des cuissons douces comme la vapeur. Donc le régime alimentaire pendant la grossesse, il est modifié à cause des risques de toxoplasmose et de listériose. Les fruits et légumes doivent être bien lavés, la viande bien cuite, les œufs bien cuits également. On ne consomme pas de fruits de mer crus, on peut les consommer cuits. On ne consomme pas de fromage au lait cru, par contre on peut les fromages à pâte cuite ou pasteurisés. On évite l'excès de thé et de café, on se limite à maximum 3 tasses par jour, pas d'alcool, pas de tabac, et on limite les produits industriels. On veille par contre à un apport suffisant en protéines, en fer, en calcium, en iode, en vitamine D, vitamine B9, magnésium, oméga 3 et des fibres. On peut donc accompagner la femme pour éviter les carences qui sont fréquentes pendant la grossesse, revoir aussi l'alimentation équilibrée, on peut donner aussi des idées de recettes, comment intégrer les différents nutriments dans l'alimentation. On peut aussi proposer des super aliments comme les graines de chia, la levure de bière, le germe de blé, etc. Attention par contre en cas de diabète gestationnel. On va faire attention aux conseils qu'on va donner sur l'alimentation. On va d'abord demander à la femme ce que l'équipe médicale lui a proposé de mettre en place comme régime. Elles ont normalement une prise en charge par un endocrinologue et un ou une diététicienne. Donc le régime alimentaire, il est déjà personnalisé, elle aura déjà eu des informations par ses professionnels. Donc on ne va pas remettre tout en question. Le régime alimentaire, la femme, elle va être perdue, elle ne saura plus quoi faire. On va plutôt, dans ce cas-là, savoir donc qu'est-ce que l'équipe aura mis en place. Et nous, par contre, on peut donner des conseils sur l'alimentation IGBA. Qu'est-ce qui influence l'indice glycémique des aliments? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Par exemple, de manger les pâtes moins cuites, manger les glucides en salade, toujours consommer des fibres, protéines et du bon gras avec les glucides, aller marcher 30 minutes après les repas par exemple. Sinon, vous pouvez aussi lui donner des idées d'encas sain, de recettes IGBA si elle n'a pas l'habitude de cuisiner ou qu'elle est perdue, qu'elle manque d'idées, des alternatives aussi de céréales à IGBA. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, mais par contre, on ne va pas revoir tout le régime alimentaire qui a été vu avant. On va maintenant discuter d'un mot de la grossesse très courant, les nausées. Donc, de nombreuses femmes enceintes connaissent au moins un épisode de nausées et de vomissements pendant la grossesse. Généralement, les symptômes sont désagréables, ils altèrent la qualité de vie, mais ils ne sont pas dangereux et ils s'estompent à la fin du premier trimestre. Les causes exactes sont encore inconnues, c'est probablement multifactoriel, mais certains facteurs peuvent être mis en cause. Par exemple, les hormones, une concentration élevée d'œstrogène, de progestérone, de cortisol, de la thyroxine et de bêta-HCG. Le vidange gastrique est ralenti, il y a une irritation des mucus de l'estomac due à plus d'acidité. Il y a possiblement la présence d'Helicobacter pylori, une bactérie dans l'estomac. Et c'est aussi lié à l'odorat. La sensibilité aux odeurs peut provoquer des nausées, par exemple les odeurs de cuisine, de parfum, de tabac. Il y a la fatigue, l'utérus qui grandit et l'état psychologique qui pourrait avoir un impact dans l'apparition des nausées. Vous pouvez aussi investiguer, savoir si le foie est trop saturé ou pas.
On fait pas de détox, mais on peut quand même tout de même modifier l'alimentation, recommander la bouillotte et les conseils classiques. Attention par contre à l'hyperémèse gravidique, c'est la survenue de vomissements graves pouvant entraîner une perte de poids, des carences et une déshydratation. Dans ce cas, c'est une prise en charge médicale qui est nécessaire. Par contre, on peut donc, dans les cas des nausées, on peut proposer des techniques naturopathiques. Par exemple, avoir un encas à côté de son lit à manger avant de se lever en cas de nausée matinale, comme des oléagineux, un fruit. Éviter le café à jeun qui est agressif pour l'estomac. Alléger les assiettes pour qu'elles soient le plus digestes et éviter le cru pour ne pas demander trop d'efforts de digestion. Elles peuvent boire de l'eau plate ou gazeuse avec du citron ou du gingembre qui sont des plantes digestives ou boire de la décoction de gingembre. Par contre, attention, pour les femmes enceintes, c'est maximum 10 grammes de gingembre frais ou 1 gramme de rhizome séché. L'acupuncture est aussi très efficace pour soulager les nausées et bien sûr qu'elle se repose quand elle en ressent le besoin. Un autre mot de la grossesse qu'on va retrouver souvent, c'est la constipation. Donc la constipation, elle est définie par une fréquence de selles inférieure ou égale à 3 par semaine et ou une difficulté à les évacuer. On peut se référer également à l'échelle de Bristol. J'ai pris une image sur le site indexsanté.ca. La constipation, elle peut être due à l'alimentation, la sédentarité, le syndrome de l'intestin irritable ou, pour d'où ici, la grossesse. Et plusieurs facteurs peuvent favoriser la constipation durant la grossesse. L'augmentation de la progestérone qui va ralentir la motilité intestinale, l'augmentation de la taille de l'utérus qui va comprimer le gros intestin et peut ralentir la motilité intestinale, la diminution de l'activité physique, évidemment l'activité physique va stimuler la motilité intestinale. Attention, si elle a mal au ventre, elle a des nausées, des vomissements, du sang dans les selles ou un arrêt des gaz, il faut l'envoyer consulter son professionnel de santé. Les techniques naturopathiques qu'on peut proposer, bien veiller à une bonne hydratation, minimum 1,5 litre d'eau par jour, consommer des fibres comme des céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses, consommer des bons gras comme les petits poissons gras, des huiles végétales, de l'avocat, etc. Lui est recommandé toujours de pratiquer une activité physique avec l'accord de son professionnel de santé, car il n'est pas recommandé selon les pathologies de grossesse de faire un sport, mais par contre on peut proposer donc de la marche, des exercices doux, de la natation, de l'aquagym prénatal, du yoga, etc. parce que l'activité physique va stimuler les intestins. Aux toilettes, il faudrait lui dire d'y aller à horaires réguliers et de ne pas se retenir quand elle en ressent le besoin. Elle peut aussi surélever les jambes aux toilettes à l'aide d'un marchepied pour avoir les genoux plus haut que le bassin, ce qui est bénéfique pour faciliter donc la descente des selles. Elle peut pratiquer la respiration abdominale. Respirer amplement par l'abdomen va automasser le système digestif, détendre le diaphragme. On peut lui recommander aussi du psyllium. Elle peut commencer par une cuillère à café dans un grand verre d'eau. Si besoin, elle peut répéter 1 à 2 fois dans la journée et augmenter à 2 cuillères à café. Et bien lui rappeler donc de boire un autre verre d'eau tout de suite après pour faciliter l'élimination et de rester hydraté toute la journée. Passons maintenant à l'intérêt de la naturopathie pendant le postpartum. Il y a plein de conseils qu'on peut donner pour le postpartum immédiat, des conseils naturels pour ces premiers jours, voire le premier mois. Sauf que clairement, c'est pas le premier jour à la maternité ou quand elle vient de rentrer chez elle qu'elle va vous appeler pour une consultation pour des solutions naturelles. Moi, je propose plutôt de donner ces conseils pendant la grossesse pour qu'elle se prépare et qu'elle ait tout directement parce qu'elle aura vraiment bien d'autres choses à faire et à penser. Mais donc, on va pouvoir avoir des techniques naturelles, par exemple pour soulager les tranchées, qui sont des contractions qu'on peut ressentir les premiers jours après l'accouchement pour que l'utérus en fait reprenne sa taille, sa place. Il y a aussi par exemple en cas d'épisiotomie, de déchirure, par rapport aux inconforts du périnée, des hémorroïdes, etc. Donc on a aussi des conseils en cas d'allaitement, par exemple contre les crevasses, les engorgements, mastites, etc. Des livres qui donnent pas mal de conseils sur le sujet. Il y a Bien vivre le 4e trimestre naturel de Julia Simon. Il y a Naturopathie, grossesse, postpartum et premier mois de bébé de Virginie Lotte. Et il y a aussi Le mois d'or de Céline Chadla. Donc le postpartum, c'est une période particulière de transition. La femme, elle change de statut, il y a un bouleversement hormonal, toute l'organisation change, les nuits sont très raccourcies. On va pas voir la maman généralement le premier mois, à moins que soit vous soyez proche, vous l'avez suivi pendant toute sa grossesse et vous incluez dans votre accompagnement peut-être des appels ou SMS pour pouvoir donner des premiers mois postpartum, ou alors vous pouvez proposer des soins, peut-être le soin Rebozo par exemple,
qui vont faire que vous allez voir la femme durant le premier mois postpartum et vous pouvez lui donner des conseils à ce moment-là, sinon c'est rare quand même qu'elle prenne rendez-vous vraiment à ce moment. Mais voilà, je vais vous donner quand même un exemple, par exemple pour des maux de la grossesse, des maux du postpartum, excusez-moi, qu'on pourrait du coup avoir en cas d'épisiotomie ou de déchirure. On peut utiliser de la teinture mère de calendula qu'on va diluer dans un peu d'eau sur une compresse, qu'on va pouvoir appliquer sur le périnée. C'est apaisant, cicatriseux, c'est anti-œdémateux, c'est aussi anti-inflammatoire. Elle peut aussi arroser le périnée, par exemple, avec une bouteille d'eau, en même temps que la miction pour éviter que ça la brûle. Lui dire de bien s'installer en bout de chaise plutôt que sur une bouée qui va augmenter la pression sur le périnée et créer encore plus de douleur. Et il y a aussi possibilité d'utiliser du miel qui a des propriétés cicatrisantes également, à mettre donc sur la cicatrice. Par contre, la femme, elle peut venir vous voir surtout par rapport à de la fatigue. Alors peut-être pas le premier mois postpartum, même si là je vais vous en parler. Le repos, donc c'est primordial. On entend souvent la phrase « quand le bébé dort, dort ». Et c'est vrai. Par contre, souvent, le premier mois, les mères, elles ont encore de l'énergie. Et elles en ont encore en réserve. Par contre, c'est après que la fatigue s'installe vraiment. Donc, il faut vraiment qu'elle privilégie le calme, les câlins, le pot à pot avec bébé, la chaleur, et bien sûr qu'elle n'hésite pas à demander de l'aide. Souvent, les gens n'osent pas, mais c'est un réel soutien qui peut être nécessaire. Parfois même, on peut juste lui donner l'idée, que ce soit pour elle-même ou pour sa sœur, sa cousine qui accouchera peut-être un jour, mais lui dire que des fois, quand on vient voir le bébé, en fait, la famille ou les amis peuvent en profiter pour amener un plat ou pourquoi pas lancer une lessive ou faire la vaisselle, parce que vraiment, c'est des petites attentions qui vont vraiment aider les jeunes parents. Sinon, donc, on va lui dire de privilégier une alimentation réchauffante, réconfortante, revitalisante, avec la notion de chaleur qui est très importante en postpartum, surtout le premier mois, comme des soupes, des currys, des dalles, des ragoûts. Le bouillon d'os aussi est extrêmement intéressant. Une alimentation donc riche en nutriments pour combler les carences, digeste pour ne pas épuiser son énergie dans la digestion. On va aussi donner les conseils sur le sommeil de base, donc l'environnement de la chambre, arrêter les écrans 1 heure avant de se coucher avant minuit et dès qu'on ressent les premiers signes de fatigue, dîner léger et éviter les excitants comme le thé ou le café après 16 heures. Évidemment qu'elle conserve aussi une activité physique douce, alors peut-être pas le premier mois postpartum, mais en tout cas ensuite, que de marcher, sortir au grand air, pourquoi pas faire du yoga ou un autre sport par contre si elle a terminé sa rééducation périnéale et abdominale. En termes de compléments, s'il y a des difficultés d'endormissement, de stress, on peut proposer des tisanes comme la tilleule, verveine, mais attention que ce soit bien compatible avec l'allaitement. On peut proposer de la gémothérapie, par exemple le cassis va stimuler les glandes surrénales. Le chêne aussi qui est un remède de la convalescence, il va apporter de la force, il va soutenir le moral, l'esprit. En aromathérapie, contre le stress, on va pouvoir proposer de la lavande vraie, de la camomille romaine en olfaction, et par contre pour tonifier, on peut proposer de l'épinette noire à appliquer en friction au niveau du dos, au niveau des surrénales. Par contre, attention, pas s'il y a allaitement, et on fait bien 1 semaine de pause après 3 semaines d'utilisation. Bien sûr, il peut utiliser les fleurs de bac à voir ce qu'elles expriment, comme par exemple charme pour redonner de l'élan, pour faire les tâches, pour éviter la procrastination, impatience pour préserver son énergie en ralentissant le rythme, ou olivier pour celles qui ont carrément épuisé toute leur énergie. On va aussi investiguer si la fatigue elle est liée à une carence en fer ou une anémie. On peut aussi ajouter des super aliments comme la levure de bière, le pollen, la spiruline. Autre motif de consultation, les émotions. Pendant le postpartum, après l'accouchement, il y a encore beaucoup cette image qui est véhiculée que la femme, elle doit forcément être épanouie, heureuse après la naissance de son bébé, elle doit forcément avoir créé tout de suite un lien avec, elle doit avoir un bébé qui dort la nuit, qui tète bien, mais la réalité, elle en est tout autre. La femme, elle peut avoir des angoisses, elle peut être complètement chamboulée avec ce qui se passe, elle peut peut-être aussi regretter sa vie d'avant, elle peut... il y a les pleurs, c'est vraiment un vrai chamboulement. Du coup, elle peut aussi culpabiliser de ressentir ça alors que, selon la société, elle est censée être épanouie. Donc on va parler du baby blues. Le baby blues, il est normal, il est passager, il arrive généralement entre le 3-5e jour et il s'arrête à 3 semaines postpartum. S'il dure plus longtemps, dans ce cas-là, on peut penser, se dire il y a dépression du postpartum, mais dans ce cas-là, c'est pas nous qui le diagnostiquons, on emmène consulter son médecin.
Le baby blues, il est dû à une accumulation entre la chute d'hormones d'œstrogène progestérone, l'augmentation de la prolactine pour l'allaitement, l'augmentation aussi de l'ocytocine pour créer du lien affectif, et aussi des fois il y a le cortisol qui est encore bien présent, l'hormone du stress. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir donc surtout soutenir la femme émotionnellement, lui apporter écoute, bienveillance, la revaloriser, la rassurer, l'aider à prendre confiance en elle, lui dire que ce qu'elle fait c'est bien, on va accueillir ses émotions, c'est très important. On va aussi proposer donc d'apporter des oméga 3, du magnésium via l'alimentation. Si les apports sont insuffisants, on peut aussi proposer des compléments alimentaires ou pourquoi pas qu'elle continue ses compléments de grossesse. Elle peut aussi utiliser des huiles essentielles en olfaction, comme l'huile essentielle d'ylang-ylang à respirer au-dessus du flacon, ou mettre une goutte sur les poignets ou un mouchoir à respirer quand elle en ressent le besoin. On peut aussi proposer des fleurs de bac. Et donc, si ça dure plus de 3 semaines, si elle vient vous voir, je sais pas moi, 3 mois postpartum parce qu'elle est fatiguée ou parce qu'elle veut reperdre du poids après la grossesse, il y a des signes qui doivent vous amener à vous dire il faut qu'elle consulte son médecin, mais bien sûr sans la culpabiliser. Par exemple, si elle a une fatigue permanente, si elle pleure sans raison, avec des fortes colères, elle peut avoir des angoisses, elles peuvent ressentir de la culpabilité, avoir des ruminations. Elle peut aussi avoir des pertes de mémoire importantes. Par exemple, elles peuvent avoir oublié qu'il y a 1 heure, elles avaient changé la couche de bébé. Elles peuvent avoir un sentiment d'incapacité à s'occuper de son bébé, des troubles du sommeil, des maux de tête, des vertiges, des tremblements, des maux de dos, une augmentation ou une perte d'appétit. Donc la dépression du postpartum, ça nécessite une prise en charge médicale, mais nous, bien sûr, on peut aussi accompagner en complément du suivi médical avec l'hygiène de vie. Il existe une échelle de dépression du postpartum d'Édimbourg qui permet d'identifier des symptômes dépressifs, donc si le score est supérieur à 10, il faut consulter. Je voulais aussi vous parler des pathologies de la grossesse et des signes qui doivent amener à consulter. Les pathologies qu'on peut rencontrer pendant la grossesse, il y a donc, je vous en ai parlé, du diabète gestationnel qui est souvent diagnostiqué entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée avec le test HGPO. Donc la femme, elle va avoir un suivi de sa glycémie avant et 2 heures après chaque repas. Elle va avoir un régime alimentaire et en plus, elle peut avoir de l'insuline. Il y a aussi l'hypertension artérielle qui arrive dans 5 à 10% des grossesses et elle est à diagnostiquer rapidement car il faudrait éviter l'évolution vers la prééclampsie. Les symptômes d'une prééclampsie sévère qui doivent vraiment faire consulter en urgence. Une douleur abdominale, épigastrique en barre, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des troubles visuels comme des mouches devant les yeux, des maux de tête sévères, des acouphènes. Ça doit vous dire tout de suite, il faut que la femme elle aille aux urgences. Aussi la cholestase gravidique qui arrive souvent au dernier trimestre de grossesse. C'est une pathologie du foie avec une augmentation des acides biliaires qui vont créer des démangeaisons importantes, surtout au niveau paume de main, plante des pieds, mais aussi parfois le corps entier. Ça me fait penser du coup justement démangeaisons, etc. de bien que vous vous souveniez de ça, parce que si la femme elle vous dit ça me gratte le ventre, que vous soyez un peu genre cholestase gravidique ou c'est la peau qui tiraille parce que c'est début peut-être de vergeture ou étirement de la peau qui peut créer des démangeaisons. Donc c'est important quand même d'avoir en tête. Il y a aussi le retard de croissance intra-utérin. Donc, la prise en charge, ça va dépendre bien sûr de la cause mise en évidence, mais parfois il n'y a pas de cause identifiée. Et en dernière partie, je vais vous parler des signes qui doivent amener la femme à consulter. Donc en dehors de ceux des pathologies dont je vous ai parlé, il y en a d'autres, par exemple fièvre, saignement, perte de liquide amniotique, contractions de plus en plus fréquentes, intenses, douloureuses qui ne passent pas avec du repos, ou si elle ressent plus de 10 contractions par jour avant 37 semaines d'aménorrhée, une diminution ou arrêt des mouvements du bébé quand elle ressent moins son bébé bouger, si elle prend un coup, si elle chute, en cas d'infection urinaire, de vomissement important. Normalement, ces signes, elle les connaît très bien parce que à chaque contrôle, on lui répète. Mais bien voilà, lui dire aussi que dès qu'elle a un doute, elle appelle la maternité ou son professionnel de santé pour savoir s'il faut se déplacer ou pas. Renseignez-vous bien sur les contre-indications ou les précautions d'emploi des plantes, des huiles essentielles. Souvent, elles sont contre-indiquées. On ne recommande pas l'utilisation de techniques ou d'huiles essentielles pour déclencher l'accouchement. Certaines femmes souhaitent accoucher au plus vite le 9e mois parce qu'elles n'en peuvent plus, ou peut-être qu'il y a un déclenchement qui est prévu et qu'elles aimeraient pouvoir accoucher naturellement.
Moi personnellement, je suis plutôt partisan du on laisse faire la nature. Si elle n'accouche pas avant, c'est que bébé il est pas prêt. Il est aussi important parce qu'on ne sait peut-être pas tous les compléments ou les traitements qu'elle prend. Elle peut oublier, il peut y avoir des interactions médicamenteuses, il y a des retentissements possibles sur le bébé in utero ou le bébé si les substances passent dans le lait. Je tenais à faire un focus car l'année dernière, en 2024, il a été déconseillé la consommation de plantes qui contiennent de l'estragol comme le fenouil, mélisse, anis, etc. pendant la grossesse et pendant l'allaitement car la concentration pourrait être trop élevée en estragol qui à haute dose est potentiellement cancérigène. La consommation dans les plats ne pose pas de problème, mais je voulais vraiment faire un focus là-dessus parce que ce sont des plantes souvent que l'on donne pendant l'allaitement pour augmenter la production de lait. Pour conclure vraiment cette partie, protégez-vous. Recommandez toujours de demander conseil à son médecin, son professionnel de santé ou son pharmacien avant d'utiliser un complément, même parfois pour des techniques, par exemple le brossage à sec, qui est très bénéfique pour les jambes lourdes. On précise bien qu'il ne faut pas passer sur le ventre, mais on peut aussi dire de demander au médecin quand même parce qu'il ne faut pas passer sur les varices et peut-être qu'elle en a une qui s'est créée pendant la grossesse, qu'elle ne l'a pas vue, qu'elle ne le sait pas. Aux techniques comme l'hydrothérapie qui ne sont pas forcément toutes recommandées pendant la grossesse, par exemple l'eau trop chaude dans le bain, ça peut créer des malaises. Sauna, hammam sont déconseillés et aussi les techniques avec du froid ou alors voilà, demander conseil aux professionnels de santé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention pendant ce webinaire, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver sur mon site internet, donc mallory-naturopathe.fr, mon e-book qui parle de mes conseils naturaux pour les 10 maux les plus courants de la grossesse. Et il y en a un tout bientôt qui va sortir sur le postpartum, justement comment bien le préparer avec la trousse à prendre à la maternité, comment soulager la fatigue, les aides pour bébé, l'allaitement, etc. Vous pouvez suivre donc toutes mes actualités sur mon site internet ou mon Instagram mallory.naturopathe. Peut-être que prochainement il devrait y avoir une formation de spécialisation en périnatalité qui devrait voir le jour peut-être l'année prochaine. N'hésitez pas à aller sur mon site. Vous aurez également donc mes sources et la bibliographie si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.